Retour donc sur le plateau et comme je disais que le débat continue, on est toujours avec Gilets jaunes et le livre jaune. Tiens, regarde. Cette fois-ci, pour parler Gilets jaunes et de ce qui doit être le livre jaune, parce que pour l'instant, il y a déjà au moins le titre, mais on verra plus tard ce que ça va être le contenu. Bonsoir, Éric Marcelli. Bonsoir. Alors, vous avez retrouvé vos plumes ? On est toujours déplumés actuellement. D'accord, parce que le moment ça s'appelle... Arrête Plimano. Et le jeune homme qui accompagne, c'est monsieur... Mathieu Pilu. Mathieu... Pilu. Ah d'accord, c'est la première fois que je l'entends. Donc, alors la question est, vous, votre mouvement aujourd'hui, quelle est votre posture sur ce qui est du mouvement ou de son évolution ? En notre posture, il a commencé déjà avec le 5 novembre, qui nous ramène à aujourd'hui. Et pour nous, on n'a fait qu'un petit pas, c'est-à-dire entre nous, c'est-à-dire on est en train de travailler sur des différentes thématiques de manière à ce que nous puissions proposer quelque chose de réel et avancer pour la Réunion. Parce que nous travaillons pour la Réunion, pas à côté de la Réunion. Donc nous travaillons ensemble avec différentes personnes qui se sont, ou on va dire collectif Gilets jaunes, qui sont sur les barrages, tout simplement. Alors, Éric Marcelli est chef d'entreprise, est membre et vice-président du syndicat CSAPR, donc le collectif des syndicats et des associations professionnelles. Oui. Donc, je dis bêtises ou des artisans, je ne sais plus. CSAPR, ça veut dire syndicat et association professionnelle de la Réunion. De la Réunion, donc j'ai pas dit de bêtises. Et M. Pilu, lui, il est... je suis chômeur. D'accord, c'est pour ça que je voulais absolument mettre... Quel est le regard que porte le jeune réunionnais chômeur sur ce qui se passe actuellement ? En fait, ma présence sur les barrages et les diverses mobilisations qu'il y a eu depuis le 17 novembre, je me suis rendu compte que ça touche chaque secteur social. C'est-à-dire moi, personnellement, je suis au RSA, j'ai pas de véhicule, mais après je travaille pas, je paye pas d'impôts, mais je me sens quand même concerné. Parce que quand je vais acheter des produits, on nous demande pas si on est salarié, entrepreneur ou chômeur. On paye tous le même prix et du coup, ça concerne tout le monde. Alors, même prix, c'est un pardon parce que vous n'avez pas dit vous êtes fonctionnaire, parce que fonctionnaire a droit à une surrémunération. Donc, l'égalité face au prix, c'est d'abord quelque chose que c'est le commerçant qui doit s'en inquiéter ou c'est l'État ? Vu qu'on vit dans un engrenage économique, le marché doit être soumis à la loi, donc au gouvernement. Donc le gouvernement doit forcément avoir l'œil sur les prix pratiqués par les divers entrepreneurs, entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il faut revendiquer ? C'est d'avoir des prix aussi égaux en métropole, ou il faut baisser encore un peu plus parce que la situation des plus nécessiteux, de ceux qui sont les plus démunis, est à La Réunion beaucoup plus importante que c'est en métropole. L'objectif est de trouver un certain équilibre, en fait un ajustement entre les salaires, entre les allocations sociales et les prix pratiqués sur les produits et les services. En fait c'est ça, il y a une disparité entre ce que les gens gagnent et ce que les gens dépensent. Alors cette disparité pour le bénéficiaire du RSA où l'est, c'est comment on vit ça ? Par rapport à ce que vous voyez, comment on ressent votre situation ? Qu'il est très difficile de sortir la tête de l'eau. D'accord ? Étant donné que j'ai pas de véhicule, c'est très difficile de trouver un emploi, par exemple. Ça veut dire que vous êtes toujours chez maman, papa ? Pour l'instant, oui. D'accord. Je suis déjà parti, mais je suis retourné. Parce que j'ai déjà travaillé par le passé, mais aujourd'hui, je suis chômeur. Du coup, j'ai pas de véhicule. Il est difficile de trouver un emploi parce qu'on nous demande d'avoir un véhicule. On nous demande d'avoir, par exemple, un abonnement téléphonique. Moi, personnellement, aujourd'hui, je n'ai plus d'abonnement téléphonique. Et ça emmène des contraintes dans l'accessibilité à l'emploi. On est dans un système de double, voire de triple peine, finalement. C'est-à-dire que non seulement on est chômeur, on n'a pas de moyens, et en plus, on ne peut pas essayer de remettre en route dans le circuit social et professionnel, parce que vous la prenez des outils que ça nécessite pour pouvoir avoir un emploi. En fait, sur le marché de l'emploi, il y a de l'emploi. Mais il y a plus de demandeurs d'emploi qu'il y a d'emplois. Du coup, c'est très sélectif. Et forcément, il y a des gens qui vont rester par terre. Moi, personnellement, je continue à faire mes recherches d'emploi, mais ça n'aboutit pas. D'accord. Et quoi vous attendez de ce mouvement, finalement ? Ce mouvement, d'un point de vue personnel, c'est un changement de la politique qui est menée en France et notamment à La Réunion. Parce qu'on sait très bien que d'après une étude qui a été faite, on sait que la Réunion est parmi les 6 départements français les plus corrompus.
On sait très bien qu'il y a énormément d'argent qui se fait à La Réunion. Et c'est pas logique qu'aujourd'hui, il y a au moins 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et qui vit de manière démunie. Et justement, quoi ou demande, quoi ou attend, quoi ou voudrait qu'il change pour que demain, le jeune Kaolé, avec son statut social, puisse mieux vivre? Une meilleure gestion du système, on va dire. Et moi, après, je fonctionne avec d'autres personnes. On a dans l'objectif final de ce mouvement, après là c'est personnel, c'est l'aboutissement d'un référendum d'initiative populaire. Pour moi, cet outil-là, ça permettra à chaque secteur d'activité et à chaque catégorie sociale de travailler sur ses revendications. Mais à quel moment faire un référendum d'initiative populaire? À quel moment c'est nécessaire ou c'est essentiel de consulter le peuple sur telle ou telle décision qui la concerne? Sur quel point, sur quel projet par exemple? Généralement, ce sont les lois qui sont appliquées. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un référendum qui est mis en place. Il est justement consultatif et c'est bien un souci parce que le mouvement des Gilets jaunes, que ce soit national ou départemental ici à La Réunion, c'est que malgré toutes les revendications qui ont été soulevées, il y a un problème de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple demande d'avoir un réel pouvoir de décision. Parce qu'on est en 5e République, mais on ne voit pas la démocratie. On n'est pas en démocratie, on ne peut pas choisir. Aujourd'hui, on subit les lois. Mais est-ce que de demander au peuple de s'exprimer, est-ce que ça peut changer le système? Ça peut apporter... C'est-à-dire que est-ce que le peuple est capable de comprendre un projet, une loi, et de voter cette loi, bénéfique ou pas, à un moment ou à un autre? Je pense que le peuple est capable parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous un cerveau, il fonctionne pareil pour tout le monde. Après, il y a des gens qui s'impliquent plus ou moins dans la politique ou pas. Mais regardez aujourd'hui, vu par exemple la politique des taxes qui est menée à La Réunion, il y a quand même une grande majorité de La Réunion qui s'est soulevée parce qu'ils ne sont pas d'accord. Même si les gens ne comprennent pas comment il faut établir une loi, comment il faut écrire une loi, ils savent, comment dire ça, ils savent les répercussions que ça aura sur leur vie. Et c'est ça qui est important parce qu'aujourd'hui, on est en France, en République. Il faut savoir que le but de ce gouvernement, c'est de prendre soin de son peuple et non pas d'une économie uniquement. Oui, mais ça veut dire, ça implique quand même que, à la base, le peuple se révolte. C'est ça qui fait bouger le haut, l'élite. Est-ce que aujourd'hui, que ce soit Mathieu, que ce soit des jeunes de sa génération ou l'ensemble du peuple, est-ce que ce peuple-là est prêt à faire des efforts, à aller se renseigner, à apprendre c'est quoi une loi, à se mettre à travailler pour pouvoir faire des projets bons pour lui et efficaces surtout? Est-ce que ce peuple-là est prêt à se bouger tout simplement? Je pense que oui. Si on voit comment la mobilisation elle a été faite, les gens sont prêts aujourd'hui à se réveiller, réellement. Il y a une prise de conscience? Il y a une prise de conscience. Elle n'est pas encore générale, mais il y a une prise de conscience. Et il y a aussi une motivation derrière. Parce qu'il y a des gens en fait, ils ont ras-le-bol d'être menés, d'être soumis à la politique des élus. Aujourd'hui, les gens veulent s'impliquer dans la politique. Aujourd'hui, les gens ont envie de participer à la démocratie et non plus subir tel qu'il a été autrefois. D'accord. Quand on parle de changement de système, Éric Marcelli, il y a ce qu'on appelle des contradictions. Il y a ceux qui veulent la baisse du carburant, la baisse du prix de carburant, la baisse de prix de manière générale, donc redonner du pouvoir d'achat aux citoyens, aux consommateurs, mais il y a ceux aussi qui revendiquent plus dans ce pouvoir d'achat une augmentation de salaire. Vous êtes chef d'entreprise et un des éléments qu'on voit, c'est augmenter le SMIC, passer à 1 600 € net par mois ou plus. Le chef d'entreprise est en accord avec cette revendication du peuple? Alors, il y a beaucoup de discussions autour de ce thème. Augmenter le SMIC. Oui, pourquoi pas, ça nous donne plus d'argent. Mais il faut savoir que si on augmente le SMIC, on change de tranche au niveau de l'imposition. Oui, de toute façon, ça c'est quelque chose. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui L'État le fait lorsque ça l'arrange. Exactement. En faisant passer des personnes dans des tranches supérieures, comme ça ils n'ont plus à leur ils sortent du CAMU par exemple, ils n'ont plus droit aux allocations de la caisse d'allocation familiale. Ça c'est une façon de faire. Ça c'est vrai, ça existe. Donc faut voir. Oui, oui, mais comment donner du pouvoir d'achat? On parle d'heures supplémentaires défiscalisées. Nicolas Sarkozy en son temps
temps l'avait mis en place, François Hollande l'a enlevé. Comment faire aujourd'hui pour qu'un chef d'entreprise donne un peu plus de moyens de pouvoir d'achat à ses salariés, mais en même temps essaye d'éviter ce qui est collé à ça, des charges patronales et salariales? Déjà, ce qui serait possible de faire tout de suite, là, immédiatement, c'est de baisser les tarifs au moins de 20% sur tous les produits de consommation. Et ça, on sait que c'est possible. D'accord ? Et à ce moment-là... Attendez, alors est-ce que c'est le coût de production qu'il faut voir, ou est-ce que ce sont les marges de la grande distribution ou des commerçants qu'il faut revoir? Alors là, ce sont les marges de la grande distribution qu'on peut déjà jouer dessus. Ensuite, ce qui aura une répercussion sur les commerçants. Donc, ils seront obligés de baisser leurs tarifs. Et ensuite, concernant les charges patronales... Oui, mais les commerçants, il faudra aussi à ce moment-là qu'ils gèrent le salaire de leurs employés. J'y arrive. Ouais. Alors, pour le salaire des employés, si on veut donner un pouvoir d'achat supérieur à un employé, il va falloir, je pense, que l'État mette les mains à la poche, d'accord ? C'est-à-dire de donner de l'oxygène aux entreprises, c'est-à-dire au niveau des charges sociales. Au niveau des charges sociales, on a la possibilité de donner le brut plus les charges patronales à son salarié avec les lois européennes. Donc, ce qui fait qu'un salaire d'une personne qui est à peu près de 1 500 € passerait environ à 2 500. Et là, la personne pourrait, tout en gardant notre système actuel, si on veut le garder, parce qu'on n'est pas contre la sécurité sociale, attention, hein, mais ce qui pourrait donner une bouffée d'oxygène non seulement aux salariés, non seulement à l'entreprise, et qui permettrait de relancer l'économie. Donc on est sur des vases communicantes. Exactement. L'État baisse les charges, oui. Ça permet aux entreprises de diminuer leur coût de production, et donc à ce moment-là de baisser les prix des produits. C'est pas diminuer le coût de production, c'est-à-dire que au niveau des charges sociales... Si on baisse les charges sociales, forcément ça va baisser le coût de production, puisque les charges sociales sont totalement intégrées au coût de production d'un produit. Ben, je le vois pas comme ça, moi. D'accord, comment vous voyez ? Je le vois d'une manière que si on donne le brut aux salariés, d'accord, ça lui donne plus de pouvoir d'achat. L'entreprise, elle fonctionnerait toujours pareil. Oui, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on ne paye plus les charges Mais c'est pas une question de plus payer les charges. On est d'accord de les payer les charges, mais que ces charges soient justes. Et actuellement, les charges, elles sont injustes. Tout est injuste actuellement. Donc, il y a tout un travail à faire derrière, un travail pédagogique pour dire à la population, quel que soit le système, nous devons le changer. D'accord, on va juste rappeler quand même que si on parle de brut, le brut, c'est la part salariale qu'il faut enlever. C'est les charges salariales. Il faut le brut, c'est le brut ce qui est écrit en haut de la fiche de paye, plus les charges patronales. Tout ça, ça appartient aux salariés. Oui. Parce que tout le reste, il est volé par l'État. J'ai peut-être pris un... Non, mais il faut dire un chat, je suis désolé. D'accord ? C'est une façon de dire les choses. Parce que si je rentre dans les détails, il faut savoir que notre sécurité sociale est assurée par les grands groupes d'assurance. Que ce soit AXA, que ce soit Allianz et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est eux qui assurent la sécurité sociale. Et la sécurité sociale fonctionne aussi bien le salarié que le chef d'entreprise. Donc si on passait directement par l'assurance, on gagnerait facilement. Il faut éviter les intermédiaires. Tout comme pour la grande distribution, où le planteur, il a ses fruits. Alors, dedans, il y a de la logistique, il y a le transport et tout ça. Et arrivé au supermarché, le prix, il était multiplié par 4, voire par 7. Donc, on enlève tous les intermédiaires. Hein, comme ça, tout le monde sera gagnant. D'accord. Alors, on est sur encore une fois, comme je dis, sur le pouvoir d'achat. On parle d'une évolution du système. Aujourd'hui, on voit, le débat a été politisé. De toute façon, il fallait s'y attendre. On a vu qu'à La Réunion, les collectivités ont infiltré les différents groupes qui composent ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, on revient à ce système. On a vu les annonces d'Annick Girardin. On voit ce que propose Édouard Philippe, Premier ministre, et puis également Emmanuel Macron, qui a reculé sur la taxe carbone et sur la hausse du carburant pour l'année prochaine. On a l'impression quand même que pour l'instant, ça ne trouve pas, pour vous, ce n'est pas ce que vous avez demandé apparemment. Qu'est-ce qu'il a dit Macron avant d'être élu face à Madame Le Pen ? Parce que là, c'est de la poudre à perlimpinpin. C'est ça ce qu'il a dit ? C'est exactement la même chose qu'on nous fait. On nous met de la poudre aux yeux. On veut nous faire croire quelque chose et puis... Finalement, pour vous... les plus couillons, monsieur. Finalement, pour vous, Éric Marcely, cette hausse, elle était juste là, au cas où le peuple se révolte pour dire qu'on revient en arrière. Et finalement, on ne respecte pas non plus les accords de Paris au niveau de l'écologie. Est-ce que vous pensez que... pour moi, l'écologie, c'est le thème qu'ils mettent en place pour la transition écologique. Tout ça, c'est un peu un épouvantail qu'on agite. Exactement. D'accord ? Parce que les voitures, elles consomment moins.
d'accord, elle pollue moins, d'accord. La technologie a beaucoup avancé, mais si on veut vraiment attaquer l'écologie, comment ça se fait que La Réunion, il y a autant de voitures qui se vendent? Pourtant, je suis moniteur d'auto-école, d'accord. Comment ça se fait qu'on ne met pas en place l'hydro-énergie avec la mer? Bon, les éoliennes, ça fait beaucoup de bruit. Bon, j'aime pas trop, mais s'il faut en mettre, on en mettra. Mais le soleil, comment ça se fait qu'on développe pas plus? Donc tout ça, c'est vraiment de la poudre aux yeux, Oui. alors que finalement, ils ont des stratégies, des objectifs totalement différents. Oui, les lobbying industriels et financiers derrière. D'accord. C'est-à-dire que ça va être encore le petit qui va payer, hein, et eux, ils vont s'en mettre plein les poches. On regarde bien la voiture, tout simplement, que ce soit les taxes ou les TVA partout, eh ben, ce sont les petits qui consomment le plus. Donc c'est eux qui payent le plus d'octroi de mer. Mathieu, dans ses annonces, Annick Girardin a annoncé 30 € de plus par mois pour le RSA. Comment a été ressenti par les bénéficiaires du RSA cette proposition, cette chose qui a déjà été prévue apparemment, mais qui sera donc mise en place à partir du 1er janvier 2019? Vous aurez 30 € de plus, ça va changer votre vie? Je ne pense pas. Avec 30 €, moi j'ai pas de voiture, mais je pense qu'une personne fait mes 30 € d'essence pour le week-end. Le lundi, il en a plus. Alors, dans ce qui a été annoncé par Annick Girardin, dans ce qui a été annoncé par le gouvernement, qu'est-ce qui va changer la vie de Mathieu, bénéficiaire du RSA? Personnellement, je sens pas qu'il y ait un changement qui sera opéré. Comme Monsieur Marcelli l'a dit, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, Du coup, personnellement, on va pas avancer. Avec le RSA, c'est pas si on rajoute 30 €, ça va pas changer la vie des gens. C'est vrai que d'un point de vue global, c'est énormément d'argent qui est investi, parce que 30 € multiplié par les 62 millions le pourcentage de chômeurs en France, c'est vrai que c'est immense, mais individuellement parlant, 30 €, c'est pas grand chose. de toute façon, on y revient. On dit qu'avec les 40 milliards du CICE, on aurait pu créer 200 000 emplois, je crois. Si c'est pas plus, je vérifierai les chiffres. On en est toujours sur les arbitrages. C'est-à-dire que quelle est la bonne décision du gouvernement? Est-ce qu'il faut maintenir les CICE et donner de l'argent aux entreprises qui embauchent? Sous Hollande, on attendait 1 million d'emplois. Apparemment, il n'y a pas eu beaucoup, hein, pour pas dire pas grand-chose. Quelle décision faut-il prendre pour faciliter, pour améliorer la vie de quelqu'un comme Mathieu, bénéficiaire du RSA, ou des chômeurs, ou de chefs d'entreprise? Parce que tout le monde dit la même chose, revendique la même chose. La baisse des prix, plus de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'abord pour Mathieu et pour les bénéficiaires du RSA? C'est que le gouvernement prend en main ses responsabilités. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le but d'un gouvernement, c'est de prendre soin de son peuple et non pas d'une économie. Je suis bénéficiaire du RSA. Si demain on m'ouvre l'accès à l'emploi, parce qu'à La Réunion, il faut le dire, et je le dis, que c'est très, l'accès à l'emploi, il est basé sur la relation. D'accord? Si on a des connaissances, il suffit qu'on connaît une personne qui est bien placée, on a un emploi. Moi, personnellement, j'ai pas de relation, j'ai pas de contact, je n'avance pas. D'accord. Je vais revenir sur le CICE. En 1 minute et demie. Ah oui, les deux plus grosses entreprises qui ont bénéficié du CICE, c'est la Carrefour Poste et Carrefour. Il faut savoir pour l'emploi, actuellement de plus en plus dans les grandes surfaces, on enlève les caissières on met des machines à la place. C'est important, pourquoi? Parce que c'est 350 millions, je crois, Pour la Poste pour la Poste. et Carrefour à peu près les 200 millions et quelques. Voilà, donc c'est pour montrer que voilà, c'est des sommes quand même qui sont très importantes. Et c'est vrai, quand on le voit, pas seulement à Carrefour, on le voit dans les grands commerces à La Réunion, qu'on commence à mettre des caisses indépendantes pour que les gens aillent payer directement, d'abord en passant la bande sur le code barre. le scan, le code barre sur le scan, et puis pour payer par carte bleue. Ça, c'est quelque chose qui se met à La Réunion. Il y a également un autre qu'il va falloir qu'on se pose la question, c'est pour les pompistes. Parce que en métropole, vous remplissez vous-même votre réservoir. Ici, vous avez des pompistes. Oui. Tout simplement, c'est à cause du carburant, l'odeur qui est dégagée. Et ça a causé des maladies en métropole, donc on a supprimé les postes de pompistes. On a encore la chance d'avoir ça ici, Oui. mais si on fait une étude, ça se trouve, ces pompistes risquent de perdre aussi ce travail-là. Voilà, donc les emplois, de plus en plus, on les annule. Alors aujourd'hui, comment faut-il faire pour produire de la richesse, de l'activité et des emplois? Alors déjà, on va commencer par notre système éducatif, qu'il faudrait peut-être penser réformer, et former les gens à les métiers de demain. D'accord? Les métiers de demain, bien sûr que ça passe par le numérique.
hein, et ne plus se contenter de dire, par exemple pour l'économie, de reprendre dans les cours, de prendre des économies de 1970. 1970, c'est passé. L'économie, c'est quoi aujourd'hui? C'est ce qu'il y a il y a 10 ans à peu près, et ce qui va arriver demain. Et je crois qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont pas dans l'avenir. On travaille beaucoup dans le passé. Il faut travailler pour demain. Aujourd'hui, je travaille pour demain. Demain, ce que je veux, c'est avoir mes doigts de pied en éventail à la plage et regarder les jeunes travailler pour payer ma retraite. Mais je sais qu'il n'y aura pas de retraite, donc je la prépare moi-même. Merci Éric Marcelli. On reviendra avec Éric Marcelli, avec Mathieu également, on viendra avec d'autres personnes également pour continuer le débat, pour voir un petit peu comment, parce que va être ouvert de toute façon un grand débat pendant 3 mois au niveau national. C'est ce que veut en tout cas le président Macron et le Premier ministre Édouard Philippe, donner la parole aux Français. Ça sera donc ici pour la Réunion et là et sur Télécréole de donner la parole donc aux Réunionnais. On va voir un petit peu comment ça peut évoluer entre le changement de système et ce que réclament certains autres, un autre système pour pouvoir donner un peu plus de dimension à la démocratie. Merci messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis.